Le temps, c'est l'évolution. Les êtres vivants, animaux, végétaux, bactéries, archées, champignons, virus, évoluent. Cette idée, introduite dans le monde moderne principalement par le comte de Buffon en 1749, est aujourd'hui couramment admise parmi la communauté scientifique, même s'il reste encore quelques irréductibles du fixisme, créationnisme et catastrophisme datant de l'Antiquité grecque. La notion d'évolution a des conséquences ubiquistes, allant du cercle restreint des domaines de la biologie jusqu'à des implications dans votre vie quotidienne. Son importance n'est donc plus à démontrer, comme l'a dit Théosodius Dobzhansky, rien en biologie n'a de sens sans la lumière de l'évolution. Restant complexe à appréhender, on peut parfois être confronté à des ouvrages ou des réalisations dans lesquels de nombreux raccourcis sont bien souvent opérés par leurs auteurs, qui n'hésitent alors pas à utiliser à tort certains termes ou tournures de phrases qui laisseraient à penser que l'évolution est quelque chose d'anodin, voire que les êtres vivants peuvent maîtriser l'évolution. Mais il n'en est rien. En effet, le récent développement d'outils de plus en plus performants nous permettent de mieux saisir l'idée d'évolution. Celle-ci, comme toute théorie scientifique, se corrige, se précise, prenant en compte la multitude de nouvelles données qui sont maintenant enregistrables. Autour de vous, que voyez-vous? Il y a fort à parier que dans un rayon de 10 mètres se trouve un animal visible, votre chat, votre chien, hamster, cochon d'Inde ou même une plante. Bref, que sais-je. Pourquoi sont-ils ainsi? Comment se fait-il qu'ils possèdent les caractères que nous voyons? La réponse se trouve dans l'évolution. Au-delà du fait que l'évolution touche n'importe quel être vivant, à commencer par nous, humains, les résultats et les discussions qui sont engagées peuvent nous permettre d'inférer le passé, d'expliquer le présent et même potentiellement de prévoir le futur. Voyageons au travers d'une idée qui n'a pas fini de vous surprendre. Concrètement, l'évolution, c'est quoi? On peut la définir par l'ensemble des processus qui ont transformé la vie sur la Terre, des formes primitives jusqu'à la diversité actuelle. Évoluer, c'est changer, et transmettre ces changements à ses descendants. Et c'est d'ailleurs ce qui la distingue de la plasticité, qui est un changement qui ne sera pas transmis et qui est responsable de l'unicité des individus. Effectivement, pour l'évolution, c'est primordial d'être capable de transmettre des nouveaux caractères à sa descendance. On parle alors de caractère héréditaire. L'évolution, c'est elle qui explique la variabilité du vivant, la biodiversité. Les changements en question sont bien souvent non perceptibles à l'échelle humaine car ils concernent la boîte noire de notre existence, notre ADN. Ce support de la vie renferme notre histoire évolutive par accumulation des micro-changements dans sa structure. Vous comprenez donc pourquoi il faut être en mesure de transmettre son ADN à sa descendance, pour que celui-ci continue d'accumuler les changements au cours du temps. Au fur et à mesure que ces micro-changements s'accumulent, l'espèce va changer de manière perceptible. De la micro-évolution, nous passons alors à de la macro-évolution. Mais tout cela prend du temps. Rassurez-vous, votre chat ne va pas se transformer en je ne sais quel être d'ici demain. D'ailleurs, les micro-changements de l'ADN ont lieu pour un individu au cours de sa vie. Mais le support principal de l'évolution, c'est la population d'une espèce. L'évolution est population centrée, elle s'intéresse à l'ensemble des individus d'une même espèce qui ont des interactions entre eux.
Mais existe-t-il un but? Pourquoi changer? Se poser ces questions, c'est vouloir être finaliste quant à la question de l'évolution. Et cette pensée est très toxique en sciences de la vie. En fait, une espèce n'évolue pas pour survivre, mais survit parce qu'elle évolue. Et cela donne une conséquence assez importante. Les êtres vivants que vous observez, votre chat par exemple, est le résultat d'une combinaison de caractères, 4 pattes, des poils, etc., qui est viable, c'est-à-dire qui lui permet de survivre dans l'environnement dans lequel il se situe. Si vous mettez votre chat au pôle Nord, je ne lui donne pas longtemps pour survivre dans cet environnement. Cet exemple montre une chose, cette combinaison de caractères n'est pas optimale. D'ailleurs, tout comme la finalité, l'optimalité n'existe pas en évolution. Les êtres vivants ont juste ce qui leur est nécessaire pour survivre et se reproduire dans un lieu donné, mais ils pourraient toujours exister mieux. Et heureusement qu'il n'existe pas une espèce capable d'être au maximum de ses possibilités, si tant est qu'un tel maximum soit possible, car elle deviendrait possiblement l'unique espèce vivante sur Terre, surpassant toutes les autres par compétition. Elle serait le démon de Darwin. Darwin d'ailleurs a un rôle majeur dans l'élaboration de la pensée évolutionniste. En fait, rares sont ceux qui, avant lui, étaient partisans de l'idée de changement dans le domaine biologique, car ce n'était, à l'époque, pas observable directement. Le créationnisme avait de beaux jours devant lui. Néanmoins, c'est sans compter sur Buffon, Smith, Lamarck, Darwin, Wallace, bref, un petit nombre de scientifiques ayant des intuitions et décidant de défendre une pensée différente. Wallace et Darwin ont d'ailleurs élaboré ensemble leur théorie de l'évolution avant de la présenter oralement en 1858 à la Société linnéenne de Londres. Mais c'est Darwin seul qui a ensuite publié en 1859 son livre bien connu intitulé On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. À travers la parution de son livre, Darwin synthétise les premières prémices de cette idée d'évolution. La théorie darwinienne de l'évolution était née, mais loin d'être admise parmi la communauté scientifique. C'est au cours du temps que cette théorie s'est enrichie, s'est épurée de certaines erreurs, a incorporé de nouvelles connaissances. Aujourd'hui, on parle de la théorie du néo-darwinisme, théorie synthétique de l'évolution, conséquence de la mise en commun des connaissances de nombreux domaines de la biologie, mais aussi de la géologie. Ces deux composantes des sciences naturelles sont indissociables et les idées de l'une profitent très largement au développement de l'autre, notamment dans le domaine de l'évolution. L'évolution est considérée à l'échelle géologique de la Terre. Les mécanismes actuels de l'évolution seraient les mêmes que dans le passé. Ceux-ci agissent sur une population, c'est-à-dire un groupe d'individus interféconds qui vivent au même endroit à un même moment. Fini donc les considérations individu-centrées, on passe à une échelle supérieure. Mais alors, qu'est-ce qui fait évoluer? Comment ça fonctionne? D'un point de vue élémentaire, l'évolution est un changement dans l'information que nous portons tous, notre ADN. Cette information est loin d'être immuable dans sa totalité, et un peu à l'image du téléphone arabe, il arrive que lorsque l'information se transmet, des erreurs apparaissent. Ce sont des mutations de l'ADN, première force évolutive. Ces modifications dans l'information peuvent être de nature et d'origine variée, mais les conséquences qu'elles entraînent sont fondamentales. Elles créent de la diversité entre les individus dans une population. Et c'est crucial pour l'évolution. Sans diversité, pas d'évolution. Une mutation, c'est donc loin d'être toujours négatif. Mais rassurez-vous, il existe des processus de correction des erreurs bien qu'ils ne soient pas infaillibles, et heureusement, vous l'aurez compris. De ce fait, à l'échelle humaine, les mutations sont relativement assez rares. Pour la microévolution, il faut être patient. En plus, les mutations sont presque tout le temps liées au hasard, ainsi chaque mutation est unique. Mais au gré des générations, lorsque les individus se reproduisent entre eux, ils transmettent leur information, l'ADN, à leurs descendants. ADN qui contient une toute nouvelle modalité d'un gène.
Les fréquences de celles-ci vont ainsi varier au cours du temps, et parfois, si les conditions le permettent, elles vont se répandre dans l'entièreté de la population. Cette variation, c'est la deuxième force de l'évolution, la dérive génétique. Tout comme les mutations, elles concernent tout le monde et tout le temps, du moment qu'il y a transmission de l'information par reproduction sexuée et que la population n'est pas de taille trop importante. Par contre, son intensité va dépendre de la taille de la population. Moins il y a d'individus, plus les mutations vont se fixer rapidement dans la population, c'est-à-dire devenir présentes chez tous les individus de la population. Et cela pose quelques problèmes, notamment en biologie de la conservation. En effet, pour les espèces où il ne reste que très peu d'individus, les mutations se fixent plus rapidement, faisant perdre de la diversité génétique. Et en biologie, la diversité, c'est la clé de la survie d'une espèce. Darwin et Wallace ont été les premiers à en parler, la sélection naturelle est la troisième force évolutive. Dans un milieu donné, la sélection va avantager certains individus et en désavantager d'autres. Les moins performants dans ces conditions vont alors être éliminés par le biais de l'environnement. Dans la nature, on pourrait penser que tout semble parfaitement bien s'accorder. Et pourtant, il n'en est rien. Une terrible lutte pour l'existence, telle que disait Darwin, se déroule en permanence, sans que nous y prêtions forcément attention. Vous savez maintenant que dans une espèce, chaque individu est différent des autres en termes de morphologie, de fonctionnement, de comportement. Et cela va entraîner de la variabilité parmi les individus pour les performances de survie et de reproduction. La transmission des caractères se fait donc au travers d'un filtre, celui de la sélection naturelle, qui repose principalement sur une compétition entre les individus pour l'accès aux ressources. Les individus les plus adaptés à un environnement survivent mieux et vont avoir plus de descendants que les individus portant des caractères moins adaptés. Les descendants seront alors porteurs de ces caractères avantageux, leur permettant de survivre mieux que les autres dans le milieu. Si l'environnement reste stable, alors l'évolution, par le biais de la sélection naturelle, va tendre à homogénéiser la population vers un niveau de performance optimale dans le milieu. Mais vous vous en doutez sûrement, la nature est loin d'être dans un état de stabilité parfaite, et il n'est pas rare que des événements perturbateurs viennent faire bouger les choses, des variations climatiques ou une coulée de lave par exemple. Différentes possibilités s'offrent alors à une population. Selon ses capacités, soit elle pourra s'adapter à ces nouvelles conditions, soit elle mourra, soit elle migrera vers un autre lieu. Et qu'elles soient provoquées ou non, ces migrations représentent la quatrième force de l'évolution. En se déplaçant, les individus transportent leur ADN dans un autre lieu, voire dans une autre population. Dans le premier cas, ils seront alors soumis à des pressions sensiblement différentes de celles qu'ils avaient connues par le passé, et la sélection naturelle va donc s'opérer. S'ils migrent dans une autre population, ils vont se mélanger aux autres individus et des croisements reproducteurs vont pouvoir avoir lieu, permettant de mettre en commun leur patrimoine génétique et ainsi augmenter la diversité dans la nouvelle population, à condition que celle-ci soit différente de la composition génétique d'origine. Et ce phénomène de migration, c'est de l'évolution, car au fur et à mesure des croisements entre individus, il entraîne des changements dans la composition de l'ADN, l'information vitale. L'évolution, c'est le résultat des effets conjoints de ces quatre forces. Les mutations vont constamment créer de la variation, mais de manière très lente. La sélection va, elle, avoir un effet très variable sur le patrimoine génétique des individus selon leur environnement, mais aussi à une échelle plus fine suivant leur ADN. Enfin, la dérive et la migration, elles, vont assurer des processus inverses en limitant cette diversité. C'est cet équilibre dynamique entre ces forces antagonistes qui nous permettent aujourd'hui d'observer une biodiversité extraordinaire.
Pour appréhender concrètement l'évolution, rien de mieux qu'une île. Ces endroits souvent paradisiaques font partie des environnements les plus isolés sur Terre. Pour un biologiste étudiant l'évolution, c'est donc une aubaine, puisque l'évolution est plus rapide que sur les continents et la dynamique géologique va l'accentuer. Une île océanique vraie, c'est une région autonome, dont toutes les espèces proviennent d'événements d'immigration transocéanique, et qui s'est formée par des processus géologiques souvent spectaculaires. De ce fait, on a l'opportunité d'établir une chronologie absolue précise, notamment pour les archipels volcaniques relativement jeunes, comme les Mascareignes. Toute la biodiversité que l'on observe aujourd'hui sur une île océanique est la conséquence de colonisations qui ont lieu bien avant l'arrivée de l'homme sur ces territoires. Mais grâce aux nouvelles techniques scientifiques basées sur l'analyse de l'ADN, il est désormais possible d'établir une correspondance entre les événements évolutifs et le temps. La dynamique de l'évolution peut donc livrer tous ses secrets. L'évolution sur une île est assez particulière du fait justement de son isolement. Les organismes vivants qui se retrouvent dans cette situation d'isolement vont montrer en conséquence des changements morphologiques, démographiques, génétiques et comportementaux. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'insularité. Ce syndrome, c'est la conséquence des forces évolutives appliquées à une île isolée et confinée. Concrètement, il se traduit par une richesse d'espèces animales et végétales moins importante en comparaison avec une zone de surface similaire sur le continent. Néanmoins, la dynamique géologique légèrement plus rapide sur une île entraîne une importante surface d'habitat. Par exemple, la Réunion, c'est 2500 km² de terrain avec plus de 3000 mètres de dénivelé, des cirques, des remparts, des ravines, des reliefs très escarpés et une météo très variable en fonction du lieu, de la saison et de l'heure. Ces conditions favorisent la formation de nombreuses niches écologiques que les espèces vont alors pouvoir exploiter. C'est simple. Une île possède une topographie plus variée et donc plus de surface, ce qui signifie plus d'habitat et a fortiori plus d'espèces. Mais attention, les espèces que l'on retrouve sur une île ne sont pas systématiquement les mêmes que l'on retrouve sur le continent, la biodiversité étant disharmonie. Toutes les espèces continentales n'ont pas forcément toutes les capacités de traverser les mers et les océans pour s'installer sur les îles. Les interactions entre les différents êtres vivants peuvent aussi être plus faibles. On parle alors de relâchement écologique. La prédation et la compétition entre espèces sont notamment moins importantes sur une île, ce qui va permettre aux espèces de pouvoir se développer sur une gamme plus large d'habitats. Mais aussi les rendre potentiellement plus sensibles à des invasions d'espèces exotiques, introduites par l'homme volontairement ou involontairement, qui sont, elles, très compétitrices. L'évolution a aussi conduit à amoindrir les capacités de dispersion des individus insulaires. C'est assez simple à comprendre. Ce sont les individus qui n'étaient pas en capacité de quitter l'île qui se sont reproduits ensemble, transmettant leur caractère peu mobile et faisant évoluer l'espèce vers un stade où le pouvoir dispersif est réduit. Un autre aspect édifiant du syndrome insulaire est l'uniformisation des tailles des corps des animaux. Dans les îles, les animaux peuvent devenir soit plus gros, soit plus petits.
Ce changement de taille, qui conduit à décrire des espèces ayant des dimensions très différentes du continent, serait encore une fois lié au relâchement écologique. La prédation et la compétition étant des filtres très sélectifs sur la taille des individus, en diminuant ce filtre évolutif, on peut observer une plus grande variabilité de taille. C'est aussi la disponibilité en ressources qui conditionnera la taille maximale qu'un individu atteindra lors de son développement. Ce qu'on remarque aussi très facilement sur une île, ce sont les différences de comportement et la physiologie des individus. On observe un plus grand taux d'herbivores, moins d'individus qui produisent leur propre chaleur interne et moins de prédateurs et encore moins de superprédateurs en comparaison à un continent. Sur une île, on voit des organismes qui ont potentiellement évolué car sont différents des espèces sœurs continentales. Ainsi, sans les différents processus de l'évolution, la biodiversité d'une île n'existerait pas. Or, celle-ci est quasiment partout. Mais aussi parfois tout à fait unique, avec en général un grand nombre d'espèces endémiques de ces territoires. Elle est d'ailleurs tellement unique qu'elle reste encore à étudier pour comprendre finement comment elle s'est mise en place et mieux la protéger. Effectivement, la biodiversité des îles océaniques n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut, après par exemple une disparition de 40 à 80% des oiseaux terrestres endémiques, même s'ils restent encore étonnamment élevés. Décrire et expliquer l'évolution en quelques mots n'est pas une chose aisée. Mais en étudiant et en comprenant ces différents rouages, c'est retracer une histoire, celle de la biodiversité. Longtemps controversée et en grande partie méconnue, cette histoire, c'est pourtant une composante indéniable de notre quotidien, en perpétuelle interaction, directe ou non, avec le monde vivant qui nous entoure. Vous l'aurez compris, l'évolution, c'est la diversité, passée, présente et future.